et surtout de toute cette vie maritime qui vient jusqu'à nous et qu'on représente très fort, chacun à sa manière, mais chacun inséré dans cette vie du monde. Merci. Ça marche, voilà. Et on s'est bien battu pour obtenir que la lumière salutaire qui veille sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine et le 33 en particulier, Cordouan, soit maintenant classé au patrimoine mondial de l'humanité, en sachant qu'il y a 30-40 ans encore, Cordouan était menacé. Le pays commence enfin à se tourner vers la mer, même si certains, comme moi, sont un petit peu impatients pour que ça aille plus vite, plus loin, rapidement. Donc on voit que la mer, elle est très présente. On ne parle pas de lac de Galilée ou de lac de Tibériade, mais de mer de Galilée ou de mer de Tibériade. On oublie trop souvent que le poisson est le symbole du christianisme, qu'il y a la multiplication des pains, mais en même temps des poissons, que le poisson est la nourriture du Christ après la résurrection. Donc finalement, la mer, elle est très très présente. Et on s'est rendu compte que finalement, elle résumait presque en partie ce qui avait été dit, elle nous préparait à ce qui allait être dit. Alors on a un peu travaillé avec les étudiants, parce que la mer, elle est vraiment très présente. Il y a 12 apôtres, 4 qui sont marins, les plus importants, ceux pour lesquels il y a le plus d'occurrences, à commencer par le chef, Pierre. Est-ce que ça veut dire 4 apôtres sur 12, que 33,33% de la population active à l'époque du Christ est dans la pêche? Mes étudiants m'ont montré qu'il n'y en a que 7 à 8%. Donc il y a peut-être une surreprésentation qui a une signification presque de portée théologique. Et puis on s'est rendu compte que mais ça donne une ligne de vie qui est vraie pour les 3 grandes religions monothéistes. La vraie vie, c'est une traversée. Finalement, ce que montre la Bible, tout au moins le Nouveau Testament, c'est que finalement, on passe son temps à traverser. Et que la réponse au grand navigateur que j'évoquais, c'est peut-être la Genèse, un des premiers versets qui dit « Création d'un espace de vie par séparation entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut ». Et est-ce que finalement, métaphoriquement, la destinée humaine ne consiste pas précisément à passer de la rive d'en bas à atteindre la rive d'en haut? On est allé regarder aussi du côté de la sagesse hindouiste-bouddhisme. Alors pour eux, la mer, c'est pas la mort, mais c'est l'illusion. Et là aussi, dans cette perspective, une traversée de vie accomplie, réussie, c'est une traversée sans sombrer, je prends un terme marin exprès, sans sombrer dans l'illusion. On est allé enfin regarder du côté de la psychanalyse. C'est le très grand de la psychanalyse qui a travaillé le sujet, c'est le grand Jung. Pour la psychanalyse, la mer, c'est le subconscient. Et donc une vie accomplie, réussie, toujours dans cette perspective de traversée, c'est quitter son port d'attache, c'est-à-dire sa mère, M et RE, sans retourner dans le giron de maman, et comme ils disent, devenir, soyons modestes quand même, non pas jour après jour, mais décade après décade ou année après année, un individu qui s'engramme, qui devient de plus en plus autonome. Donc on voit que finalement la mer, elle incarne ce qu'il y a de plus fort. Elle incarne finalement eh bien, une invitation qui n'est pas au cabotage, qui est une vraie traversée. Une vraie traversée, d'où cette phrase qui est extraordinaire, qui est, je dirais, est le propre de ce qui constitue le marin, avance au large. Avance au large. La difficulté que nous avons dans ce pays, c'est que, à l'origine, notre pays ne s'est pas tourné vers la mer. Nous sommes de plus en plus marins, nous aimons les marins, mais j'ai été très marqué quand j'étais jeune par une phrase d'Éric Tabarly, qui était un peu ma vedette, qui disait « La mer, pour les Français, c'est ce qu'ils ont dans le dos lorsqu'ils regardent la plage ». Et ça m'a marqué, j'ai quasiment consacré 10 ans de ma vie, au niveau de mes recherches en histoire, à essayer de comprendre comment un pays comme la France ne s'est pas tourné vers la mer. Vous montrer que la mer contient la quasi-totalité des solutions pour un avenir mieux que durable, désirable. Le pays n'est pas maritime, pourquoi? Parce qu'il y a des raisons profondes, lourdes, qui expliquent pourquoi le pays n'est pas maritime, qui vont peut-être vous surprendre. Il y a au moins 5 raisons qui, heureusement, sont dépassées aujourd'hui. Première raison, le pays n'est pas à l'origine un pays maritime. Ça, on l'oublie trop parce qu'on croit toujours que le pays s'est agrandi du côté de l'Est. Non, il s'est agrandi partout à partir d'un épicentre. Faisons rapidement un petit tour du cadran. Tout le nord de la France, c'était terre espagnole. Dunkerque a été espagnol un matin, français pendant 2 heures le midi, est redevenu anglais. Je crois que c'est en 1662 qu'on doit récupérer Dunkerque, définitivement, enfin je l'espère,
La Bretagne, elle devient progressivement française, disons entre 1498 et 1532. La Guyenne, qu'on appellerait plutôt Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, une bonne partie de la région est restée longtemps terre anglaise. Je crois même Bordeaux jusqu'en 1473, si mes souvenirs sont bons. Si vous prenez la Provence, elle devient française vers 1483. Pas de Bretagne, pas de Provence, pas de Toulon, pas de Marseille, pas de Brest. Alors vous allez vous dire, oui mais c'est vieux votre truc, 15e, 16e siècle. Oui, mais c'est précisément au 15e, 16e siècle que se forge la notion de nation. Et au moment où se forge cette notion de nation, la France ne se perçoit pas comme un pays maritime. Première raison. Deuxième raison, nous avons un Moyen-Âge très fort en France, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, c'est tous les vestiges dans la pierre que l'Église nous offre aujourd'hui. Pour le moins bien, je dirais, c'est les relations vassalo, etc. Il y a même des spécialistes de la Constitution qui ont comparé la féodalité, la vassalité, même au gouvernement de la 4e République. Mais en tous les cas, la mer n'y a pas échappé. Vous n'avez pas d'emprise du pouvoir central sur la mer avant 1635. 1635, on est les derniers de la classe. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez 5 bons hommes, il n'y avait pas de parité à l'époque, 5 bons hommes qui faisaient écran entre le pouvoir central et les régions. Alors je vous les présente, il y en a un qui a un titre beaucoup plus chic, Amiral de France. Enfin, Amiral de France, quand vous voyez sa zone d'attribution, c'est le ressort géographique du Parlement de Paris, c'est-à-dire Picardie-Normandie. Et il ne met jamais les pieds sur un bateau, sauf lorsqu'il faut aller chercher une future reine de France pour la marier à son époux, ou à la retourner, parce qu'on n'en veut plus, je pense à Marie-Histoire. Bon. L'amiral de France peut-être le plus connu, c'est Gaspard de Coligny, le leader protestant qui a été défenestré, dont l'assassinat provoque la Saint-Barthélemy. Mes étudiants ont regardé, jamais il n'a mis les pieds sur un bateau. Donc vous en avez 5. 1, l'amiral de France. 2, l'amiral de Brest, l'amiral de Bretagne, pardon, qui est à Brest, 2000 habitants. L'amiral de Guyane, qui est à Bordeaux, 3. 4, l'amiral de Provence qui est à Toulon. Et pour compliquer le tout, dans le Midi, vous avez l'amiral de Provence qui est à Toulon et le général des galères qui est à Marseille. 5 personnages, 5 grands féodaux qui se détestent. Vous avez déjà le problème des stocks chevauchants, ils ne s'entendent pas. Et il faudra tout le génie du cardinal de Richelieu qui va créer la marine française. Monseigneur, un grand merci de vous occuper tout particulièrement de la mission ici. Pourquoi ? Parce que l'un de nos premiers chefs d'escadre, c'était les copains du cardinal de Richelieu. Et Monseigneur de Sourdis, l'un de vos lointains prédécesseurs, a même commandé les escadres. Avec Monseigneur de Beauvau. Quand on a monté à l'Institut catholique de Paris les Mardis de la mer, j'ai expliqué à mon recteur d'époque, d'ailleurs je crois que c'était Pierrette qui était un de vos prédécesseurs aussi, que finalement l'Église a contribué à cela. Hein. Donc il y a des choses intéressantes. Donc vous voyez, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il faudra attendre Richelieu qui va reprendre, on va le dire, alors c'était la partie politique de Richelieu, qui va peut-être pas utiliser des moyens, Monseigneur, très catholiques, hein, pour le coup, pour supprimer ces 5 charges à ces 5 personnages qu'il va attribuer au roi Louis XIII. C'est seulement chose faite en 1635. Vous ne pouvez pas parler de marine royale ou de marine nationale, ce qui revient au même aujourd'hui, avant 1635. Et une fois que c'est chose faite, enfin, on peut attaquer la grande puissance de l'époque qui s'appelle l'Espagne. Nous rentrons en guerre avec l'Espagne en 1635. Nous soldons notre traité de paix avec l'Espagne en 1659 et nous prenons le Languedoc-Roussillon, c'est-à-dire l'Espagne atteint, ou plutôt est reléguée derrière nos frontières naturelles des Pyrénées. Deuxième raison. Troisième raison, en fait, on dit souvent c'est normal que les Anglais soient tournés vers la mer. On dit ça parfois avec un certain mépris. Ils ont de très mauvaises terres. Donc à l'évidence, leurs terres ne pouvaient pas nourrir tout leur peuple. Donc c'est normal que les Anglais se soient tournés pour le meilleur vers la pêche, pour le pire dans la piraterie. En fait, c'est l'inverse qui est vrai. On sait aujourd'hui que c'est parce que l'Angleterre a connu une révolution agricole précoce, avant les autres. Et cela grâce à la mer. Pourquoi? Parce qu'ils ont adapté le type de culture aux terres
et à la latitude. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une flotte de cabotage, on en parlait avec le directeur du port de Bordeaux, une flotte de cabotage qui a permis d'avoir de meilleurs rendements, tandis que nous qui ne faisions pas du tout ça, chaque région de France devait tout produire par elle-même. Et nous sommes un pays très particulier. Jusqu'à la fin du règne de Louis XVI, c'est lui qui a le courage de faire ça, aucune région française n'avait le droit de vendre des céréales, ce qu'on appelait le blé de façon générique, à une autre région française, aucune économie agricole. L'agriculture anglaise connaît la commercialisation par le développement maritime, et donc ils réussissent à nourrir tout leur monde sans avoir besoin de tous leurs bras. Conséquence des choses, il va y avoir un exode rural, une concentration dans les villes, et ce qui va permettre, si vous voulez, le mouvement intermédiaire qui va aboutir à la révolution industrielle, c'est-à-dire cette révolution agricole avant les autres, aboutit à une révolution industrielle. Et qu'est-ce qui porte cette révolution industrielle dès le début du XVIIe siècle? C'est le développement maritime. Une escadre de 20 vaisseaux, c'est plus de canons que vous n'en avez sur les champs de bataille napoléoniens. Donc développement des hauts fourneaux, du charbon et tout ce que vous voulez. Voilà ce qui explique qu'un petit pays à l'époque de 7 millions d'habitants dépasse une France à l'époque de Louis XIV de 21 millions d'habitants. C'est les flux. Ça, c'est une troisième cause. Et puis, qu'est-ce que ça va supposer? Tout se tient à partir du moment où vous avez une concentration dans les villes. Vous drainez mieux l'épargne. Et donc, les taux d'intérêt sont bas. Et donc, vous pouvez investir dans la marine, c'est ce qui coûte le plus cher. Moi, je ne comprenais pas, c'est aussi ce qui m'a amené un peu ces études, je ne comprenais pas qu'un petit pays comme l'Angleterre puisse se payer un joujou maritime supérieur à la France. Ben oui, mais vu qu'ils maîtrisaient leur taux d'intérêt parce que vous avez une concentration dans les villes, il n'y a pas de souci. En fait, la France tient jusqu'à la fin du règne de Louis XIV. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt sont de 4% des deux côtés de la Manche. Louis XIV meurt le 1er septembre 1715. 8 ans après, nous sommes en 1723. Les taux d'intérêt anglais sont toujours à 4% quand ils atteignent 8% en France. Mes étudiants m'ont montré qu'on ne peut pas gagner une guerre si elle dure plus de 3 ans. La seule qu'on ait gagnée, finalement, une seule au XVIIIe siècle, c'est la guerre d'indépendance américaine. C'est génial parce qu'elle coûte la même somme des deux côtés de la Manche, 2 milliards. Les Anglais, vu qu'ils maîtrisent leur taux d'intérêt, ils ont tout remboursé en 15 ans. Nous, en 1788, on n'arrive même plus à rembourser les intérêts de la dette. Convocation des États généraux, le 5 mai 1789, et tout part en fumée. Donc on voit les implications. On se rend compte. On a monté un très grand programme de recherche dont les conclusions sont en train d'être publiées, le programme Océanide. On a revisité toute l'histoire de l'humanité depuis 5000 ans, pardon, sous l'angle de la mer. C'était probablement le plus gros programme en sciences humaines depuis longtemps. 264 chercheurs, pas plus de 30% de Français, pas plus de 70% d'Occidentaux français inclus, chercheurs issus de 40 pays. Quels sont les résultats? 3 résultats. 1, en tout temps et en tout lieu, le fait de se tourner vers la mer crée les vagues du succès. Si vous connaissez les Incas, les Aztèques, ce n'est pas les seuls peuples de l'Amérique précolombienne, mais c'était les plus maritimes de la bande par le commerce des obsidiennes. Vous avez eu 5 grands conflits en Europe. Première guerre de 100 ans, je dis première guerre de 100 ans parce qu'il y a une seconde guerre de 100 ans dont nous, Français, nous ne sommes même pas au courant, mais que l'Angleterre étudie comme telle. Ça va de l'avant-dernière guerre de Louis XIV jusqu'à la fin des guerres de la Révolution et de l'Empire. Donc première guerre de 100 ans, seconde guerre de 100 ans, première guerre mondiale, seconde guerre mondiale et guerre froide. Les 5 conflits, si vous les analysez sous l'optique terre contre mer, c'est toujours la mer qui l'emporte. Vous avez un discours, ou plutôt un appel, qui est très très intéressant de ce point de vue. C'est le discours du général de Gaulle du 18 juin 1940. Tout le monde connaît le couplet, la France a perdu une bataille mais n'a pas perdu la guerre, sauf que le général, dont le fils était amiral, dit clairement pourquoi. Dans une des strophes, nous allons gagner parce que nos alliés, je cite le général, tiennent la mer. On sait aujourd'hui, et après j'arrêterai l'histoire parce qu'on pourrait y passer toute la soirée, mais c'est passionnant l'histoire. On nous a souvent dit, oh, s'il y a un conflit où la mer n'a pas joué un grand rôle, c'est la Première Guerre mondiale. L'Assemblée nationale a même oublié de remercier les marins en 1918. Bon, c'est oublié que les Américains sont arrivés par voie maritime. Bon, passons. Il
Il y a eu une bataille, la bataille du Jutland, entre les Britanniques et les Allemands. Chacun a sorti ses cuirassés, on s'envoyait des pruneaux et chacun retournait dans sa niche. Ce qu'on sait aujourd'hui, par Erwin Höfner, qui est le meilleur spécialiste de la Première Guerre mondiale, c'est que les alliés français et anglais ont pu surmobiliser dans l'agriculture, parce que nous avions accès au marché extérieur, à la viande d'Argentine, aux moutons de Nouvelle-Zélande, à d'autres blés, ce que ne pouvait pas faire l'Allemagne. Et donc l'Allemagne ne pouvait pas surmobiliser de la même manière. Et pour enfoncer le clou, on a même poussé notre allié russe à surmobiliser. Sauf que là, on a peut-être eu tort, parce que bien avant les défaites militaires, ce sont des famines au sein de l'armée russe qui ont provoqué les fameux événements de 1917, etc. Donc on voit que maintenant, c'est une intuition que certains avaient. Maintenant, c'est une démonstration. Faut-il que les politiques en prennent conscience? En tout temps et en tout lieu, le fait de se tourner vers la mer crée les conditions du succès. Ça, c'est le premier des 3 enseignements. Le deuxième enseignement, c'est une révolution de la géopolitique. Je ne vais pas vous faire un cours de géopolitique, mais c'est génial, la géopolitique. Et c'est très bien parce que maintenant, dans les classes de terminale, les élèves peuvent faire de la géopolitique. Toute la géopolitique a acquis ses lettres de noblesse avec un discours d'un Britannique, Taylor Mackinder, qui en 1904 dit en substance « Celui qui tient l'Eurasie, celui qui tient l'Eurasie tient le monde ». C'est ce qu'il appelle le Heartland. Ce qui explique d'ailleurs certaines visées militaires stratégiques lors de la première, et à plus forte raison lors de la Seconde Guerre mondiale, piquer sur l'Oural, les champs pétrolifères, etc. Un Américain du nom de John Speakman, dans les années 1947-48, s'est rendu compte que c'était plus complexe. Il a dit oui, c'est bien l'Eurasie, oui, c'est bien le Rhineland, mais il faut tenir compte des terres du bord, ce qu'il appelle le Rhineland. En fait, on ne peut pas le perdre tout de suite. Ce qu'on s'est rendu compte avec les chercheurs d'Océanide, c'est pas celui qui tient l'Eurasie, ça aurait été mieux pour M. Poutine, c'est celui qui maîtrise les flux dans l'océan Indien. On sait aujourd'hui que Rome, la grande puissance de l'Antiquité, a prédominé non pas seulement parce qu'elle maîtrisait le commerce en Méditerranée, mais, accrochez-vous bien, parce qu'elle maîtrisait les flux dans l'océan Indien. L'apôtre Thomas, a priori, certainement allé jusqu'en Inde. Le débat, c'est de savoir s'il est allé plus loin, jusqu'en Chine. Ouais, ça, c'est compliqué. Et c'est à partir du moment où Rome a commencé à ne plus avoir la maîtrise de l'océan Indien qu'ils ont dégagé moins d'argent, ne permettant plus d'être aussi efficaces par des mercenaires contre les Goths, les Ostrogoths et autres Visigoths. On sait aujourd'hui que c'est la maîtrise de l'océan Indien qui vous donne la prédominance. C'est toute la stratégie du président chinois Xi Jinping à travers les nouvelles routes de la soie. Contourner l'autre géant asiatique qui s'appelle l'Inde, qui aura même une population supérieure en 2030. Et troisième et dernière conséquence, conclusion d'Océanide, on s'est rendu compte que nous rentrons dans un nouveau temps de l'histoire. La période que nous vivons n'est pas simplement une accélération, c'est l'entrée dans un nouveau temps de l'histoire. En fait, vous avez eu 2 temps derrière nous, et notre génération au sens large a la chance de rentrer dans un 3e temps. Le premier temps de l'histoire, c'est le temps des Méditerranées. 2 Méditerranées, totalement séparées, sauf quand un empire réussit à les mettre légèrement en communication. En gros, ça coupe la période de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Quand on pense au Moyen-Âge, on pense aux Vikings, mais les Vikings sont allés en Méditerranée, parce qu'on ne peut pas ne pas aller en Méditerranée. C'est l'épicentre de l'époque, pour l'Occident. Et puis vous avez après le temps de l'Atlantique. Vous avez eu un Big Bang géographique de 4 ans. 1488, un Portugais du nom de Bartolomé Dias contourne le cap de Bonne-Espérance. C'est la plus grande révolution géopolitique du temps. Pourquoi? Parce qu'en contournant le cap de Bonne-Espérance, je ne sais pas si ça passe pas du tout. Je voulais vous montrer quelques... On avait fait des répétitions, tout marchait bien. Bon, on va voir si... Ah, j'ai vu quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'on voit? Alors, je laisse sur mon ordinateur, c'est déjà un progrès, mais ça ne passe pas. C'est sur mon ordinateur. Ah ben voilà, magnifique, magnifique, magnifique. Je vous amenez la vraie carte de France, tant qu'on y est. Juste avant de vous en parler, 2e temps, le temps de l'Atlantique. Bartolomé Dias, en doublant le cap de Bonne-Espérance, met en liaison l'océan Atlantique avec l'océan Indien. Ça change tout. Nous rentrons dans l'ère du commerce inéquitable, comme je l'explique à mes étudiants. Pourquoi? Parce que le grand commerce, ce sont les épices et les parfums. Qu'on va chercher, on ne sait pas où en Asie. En fait, on sait aujourd'hui que c'est en Indonésie.
Comment ça se passait avant cette mise en connexion entre l'océan Atlantique et l'océan Indien? On avait 800 à 1200 intermédiaires qui, de caravane de chameaux en caravane de chameaux, ramenaient ça jusqu'aux deux grands ports qui étaient déjà Beyrouth et Alexandrie. Après, vous connaissez la suite du feuilleton, les galères de Venise, Gênes ou Pise nous ramenaient tout ça en Europe. C'est-à-dire que tous les fruits du transport mondial étaient ventilés à travers tous les territoires traversés. Puis qu'est-ce qui se passe? 1492, 1488, 1492, découverte de l'Amérique, l'Atlantique va prendre du pouvoir, et 1498, dans la foulée de 1488, puisqu'on a mis en liaison l'océan Atlantique avec l'océan Indien, c'est maintenant l'armateur des États occidentaux d'Europe qui vont faire tout le commerce des épices et des parfums. Les épices et les parfums ne vont plus venir de caravane de chameaux en caravane de chameaux à travers 800 à 1200 intermédiaires, mais c'est 50 personnages qui vont faire tout le commerce. Nous rentrons dans une époque incroyable pour l'Europe occidentale ou pour les Occidentaux, qui vont s'arroger tous les fruits du transport mondial et qui, fort de leurs formidables vaisseaux, vont même faire ce qu'on appelle le commerce d'Inde en Inde, c'est-à-dire le commerce entre la Chine et l'Indonésie, entre l'Inde et l'Asie. Sauf que ce temps-là est fini. Nous rentrons dans un troisième temps de l'histoire. Alors je vous rassure, mes chercheurs ne l'ont pas appelé le temps du Pacifique. Heureusement, parce que ça voudrait dire que nous serions sur le banc de touche de l'économie mondiale. Non, nous rentrons dans le temps de l'océan mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mer va jouer, a toujours joué le fil rouge, le principal rôle dans l'histoire. Sauf que nous rentrons dans l'ère du maritime. D'abord, sans la mer, on ne passe pas. C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. On ne passe pas, pourquoi? Parce que toute la population mondiale est concentrée autour de la mer. Il n'y a pas d'exception. Notre région ne fait pas exception, au contraire, regardez à quel point les choses évoluent. On pourrait même parler des prix de l'immobilier, si vous voulez, dans la région. C'est assez étonnant sur ce qui se passe. Et c'est vrai sur tout le littoral. Imaginez qu'en 2025, demain matin, 75% de la population mondiale va se trouver sur une bande littorale de 75 km de large. Et au pic démographique, c'est-à-dire aux alentours de 2050, on sera 10,6 milliards. Ce qui veut dire que nous sommes en 2022, en 28 ans, vous allez avoir 3 milliards de terriens en plus, soit 3 fois la population mondiale de l'époque de Napoléon Ier. Eh bien, en 2050, sur la base de 10,6 milliards, ce sera 80% de la population mondiale qui va se trouver nichée sur cette bande littorale de 75 km de large. Alors je sais bien, on parle aussi de la montée des eaux. Oui, incontestablement. Je sais bien, on vous a beaucoup expliqué, ça a toujours été, ça a toujours venu. Oui, là, il y a des raisons de fond. Ce qui veut dire qu'on peut lutter, je le dis en passant. Je ne suis pas toujours d'accord avec le président de la région, avec le GIP Aquitaine, je ne vous le cache pas. On peut se préserver contre la montée des eaux. Oh, pas pour 500 ans, mais pour un certain nombre de temps. Mais faut-il construire des ouvrages de défense? Et on est dans une perspective, peut-être parce que ça donne du temps aux politiques, pardonnez-moi, je ne suis pas très langue de bois, on va organiser le recul du trait de côte, on va organiser un repli. On est en train de se rendre compte que le repli coûte plus cher que la défense littorale. On parlait au maire de la Cano, par exemple. Bon. Dans certains cas, je pense à la pointe du Nord-Médoc, reculer quand on sait que les premières zones inondables sont celles de l'estuaire, je ne vois pas très bien, on va reculer. Monseigneur, qu'allez-vous faire de cette formidable basilique qui s'appelle Notre-Dame de la Fin des Terres? Donc on voit que Sainte-Marie de la Mer, il y a longtemps qu'on irait avec de l'eau et des cuissardes, si vous voulez, jusqu'au bénitier, s'il n'y avait pas les ouvrages de défense. Donc il faut bien prendre conscience qu'il va falloir certainement se défendre, ce qui peut très bien d'ailleurs créer un New Deal de la construction, à condition de ne pas faire les choses n'importe comment. Donc on voit qu'il y a des enjeux considérables. Ce qui est certain, sans la mer, on ne passe pas. Et j'aimerais vous amener à une dimension de la mer à laquelle on ne pense pas toujours. C'est que la mer est le seul univers à 4 dimensions. À travers toute l'histoire, on s'est uniquement intéressé à la surface. 72% quand même de la surface du globe, à travers les combats navals, à travers surtout le commerce international. Mais la mer, elle a 3 autres dimensions qu'on n'a jamais perçues comme telles. Deuxième dimension de la mer, c'est la tranche d'eau, l'épaisseur de l'eau. Troisième dimension de la mer, 72% des terres de la planète Terre sont des terres immergées, qu'on a vu de nos yeux vus à travers des robots, qu'à 5% d'entre elles. On a des définitions à peu près précises pour 20%,
quant aux 80% restants ou 75% restants, on a une petite idée sans jamais rien avoir vu. Pourquoi? À partir de la déformation de surface de la mer, c'est ce qu'on appelle l'altimétrie spatiale, quand on retire les vagues bien évidemment, quand vous avez une bosse, les points culminants étant 1,10 m, c'est que vous avez une montagne qui pousse dessus. Et le fameux planisphère que vous pouvez acheter, Cocorico, c'est un planisphère français qui est vendu dans le monde entier. C'est Xavier Le Pichon de l'École normale supérieure qui l'a fait. Mais on ne connaît pas. Quand ce très grand écrivain qui était Paul Valéry disait « Nous sommes dans un monde fini », bah, il n'était pas très marin, quoi. Hein. On voit tout le process. Il y a 15 ans, on croyait connaître, c'est le même chiffre, 15% de la faune et de la flore sous-marine. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. Avec le développement de la métagénomique. La métagénomique qui consiste à faire le séquençage non plus de gènes isolés mais croisés. Les microbiologistes considèrent qu'on ne connaît pas plus de 3%, entre 2 et 3% de la microbiologie marine. C'est là où l'environnement est intéressant. Détruire un univers qu'on ne connaît pas à plus de 3% à tout casser, c'est un scandale écologique, mais c'est surtout un non-sens économique. Donc on voit que quelque part, il y a un potentiel tout à fait étonnant. Je ne sais pas si ça a marché. Alors, je fais une toute petite incise. Là, j'en profite pour vous montrer. Ça, c'est la vraie carte de France. C'est la carte que nous avons créée, nous avons fabriquée avec Gérard Daboville dans le cadre du Grenelle de la mer. C'est tous les territoires de la nation française. Alors certes, ça ne respecte pas les points cardinaux, parce que c'était 2009, c'était l'année du film Bienvenue chez les Ch'tis. Donc si on avait mis la métropole au nord, ça aurait été perçu comme quelque chose de jupitérien. Voilà. Bon, on n'a pas respecté la superficie. Comment voulez-vous faire? La Polynésie française, c'est 368 îles qui s'égrènent sur un ensemble plus grand que l'Europe politique, qui correspond à l'Europe physique. Ça va minimum de Brest jusqu'à Moscou. En fait, ça vous montre que ce qui unit la France, c'est la mer. Alors, ce n'est pas un repliement nombrilique, hein, parce que vous avez, quand ça va revenir, tous les territoires qui s'égrènent, les continents qui s'égrènent tout autour. Ce que vous avez sous les yeux, c'est autant de stands du savoir-faire français et européen partout de par le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que jamais de toute notre histoire, jamais, même au plus haut de la période napoléonienne, jamais le pays n'a été aussi grand qu'il ne l'est depuis 1994. C'est quoi? C'est l'application d'un nouveau droit de la mer qu'on appelle les accords de Montego Bay, qui donnent à notre pays le premier ex-aequo domaine maritime au monde, à touche-touche avec les États-Unis, 11 millions. Mais en fait, le premier. En gros, vous avez un domaine maritime d'un minimum de 200 000 marins. Alors, les scouts sont là, mais ils n'ont peut-être pas la réponse tout de suite. 200 fois 1852 mètres égale 372 km. C'est-à-dire, pour calculer le domaine maritime français, vous prenez un bout de caillou ou une île, c'est encore mieux, vous faites un périmètre à partir d'un rayon de 372 km, ça fait de la France un pays qui a plus de 11 millions de kilomètres carrés, je vous le disais, premier. Mais en fait, premier de loin devant les autres. Parce que le 1, c'est les États-Unis, le 3, c'est l'Australie. Mais eux, c'est par la taille de leur métropole, leur grande métropole. Nous, c'est pas par la taille de l'Hexagone, c'est à 96% par l'outre-mer. Je vous lance une formule à l'emporte-pièce, il faudrait en parler pendant des heures, mais la chance de la France, c'est l'outre-mer. La chance de l'Union européenne, c'est d'avoir la France et son outre-mer. Aujourd'hui, grâce à la France pour l'essentiel, l'Union européenne est l'ensemble politique qui a le plus grand domaine maritime au monde. L'Union européenne est l'ensemble politique qui a le plus grand linéaire côtier au monde. L'Union européenne est l'ensemble politique qui a, certes grâce à la Malte et à la Grèce, qui a le plus grand nombre de navires au monde. Et vous comprenez mieux, comme on dit dans les chancelleries, dans les milieux autorisés des ambassades, etc., vous avez, je cite entre guillemets, une convergence non concertée, c'est très beau, c'est presque de la poésie, une convergence non concertée entre les Russes et les Américains pour tailler les croupières de l'Union européenne à travers des messieurs comme Steve Bannon qui développent le populisme. Pourquoi? C'est pas qu'ils s'ennuient, c'est que l'Union européenne a un potentiel incroyable. Et que globalement, dans un monde où vous avez dans le Nord 3 crocodiles dans le marigot, le Russe, l'Européen, le Nord-Américain, la Chine ayant décidé de jouer le Sud, eh ben c'est évident qu'il vaut mieux se méfier de cette Union européenne parce qu'elle a du potentiel. Au Brexit, vous êtes au courant.
Mais elle est où la politique de l'Union européenne vis-à-vis du Groenland? Pays européen par le Danemark. Pays, enfin pas pays, territoire que le président Trump voulait acheter, vous vous souvenez, hein, j'étais à Soulac, c'était il y a 3 ans. Il savait très bien que c'était pas à vendre, mais il a réussi à faire passer le message qu'il voulait faire passer. Groenland, incroyable pour le tourisme, deuxième réserve mondiale d'uranium, deuxième réserve mondiale de terres rares. Vous savez, les terres rares, c'est ces disques de métaux stratégiques dont on a besoin pour les pales des éoliennes, les iPhones, les iPads, etc. J'ai oublié de vous dire que la France est la troisième réserve mondiale de terres rares. Au large de l'archipel de la Société, Tahiti, pour faire court, on dispose aujourd'hui à peu près de l'ordre de 18% des terres rares mondiales. Pourquoi? Parce que c'est une zone d'induction de plaques. Donc on voit que nous avons un potentiel incroyable. L'Union européenne aurait grand intérêt à s'intéresser au Groenland avant que le Groenland nous échappe. Vous savez, je le dis en passant, le président Trump savait très bien que c'était pas à vendre, mais il y avait 3 messages à faire passer. Un aux Chinois qui s'approchent de plus en plus et qui passaient des accords avec le Danemark. Un à l'allié canadien, parce que l'allié canadien voulait augmenter sa ZE au détriment justement du Groenland. Et 3e message, faire comprendre au mouvement autonomiste du Groenland qu'une indépendance serait bienvenue du côté de Washington. Donc vous voyez, nous sommes dans un monde qui est un nouveau monde dans lequel, sans la mer, on ne passe pas. Et nous sommes merveilleusement bien placés. Je vous ai amené j'espère que ça va passer, quelques éléments pour vous montrer ça. Bon, je passe, c'était la partie historique. Voilà. Je crois beaucoup, oui, bien sûr, aux éoliennes flottantes. Je préfère les éoliennes flottantes. Hein, parce que l'avantage de l'éolienne flottante, c'est qu'on peut aller plus loin, ça peut être de plus gros moulins. Et c'est plus facile à ramener au port, y compris le port de Bordeaux, hein, lorsqu'elles sont endommagées. Très honnêtement, je crois beaucoup plus aux hydroliennes. Là où nous sommes, théoriquement, je suis désolé, c'est sous l'eau, c'est sûr, c'est bleu, mais j'aurais préféré vous les montrer quand même. Sous l'eau. La dernière classe d'antibiotiques, la céphalosporine, émane de champignons marins. On travaille sur 66 molécules marines dans la lutte contre le cancer. On va utiliser des anémones de mer comme antidouleur, aussi fort a priori que la morphine sans avoir les mêmes effets secondaires. C'est incroyable tout ce qui se met en place. Et puis il y a quelque chose que je trouve très excitant. C'est le biomimétisme. C'est très intéressant parce que pour peu qu'on ait un regard émerveillé, ou on pourrait dire aimant si nous sommes chrétiens, eh bien on s'aperçoit qu'au lieu de faire tout seul dans notre petit coin comme si nous étions vraiment les plus futés de toute la bande, la nature est en avance sur nous, même au niveau des recherches les plus avancées en termes de recherche et développement, de R&D. Quelques exemples. Vous savez, l'antifouling, c'est-à-dire cette substance qu'on met sur les coques de nos navires pour empêcher le picot, puis après le phytoplancton, etc., de les salir, etc. Donc, c'est pas très efficace aujourd'hui et c'est très peu compatible avec l'environnement. Eh bien, le requin sécrète une substance qui est le plus formidable antifouling au monde. C'est plus efficace et en plus, c'est parfaitement compatible avec l'environnement. La moule sécrète une colle qu'on appelle le byssus, qui est la plus formidable colle, on ne sait pas les faire. Ça marche même dans l'eau, bien sûr, et même dans l'eau de mer. On pourrait multiplier les exemples comme ça. On est en train de découvrir qu'il y a dans la mer, je n'ose pas vous dire ça parce qu'il faut aller se baigner, c'est génial, mais il n'y a pas que des requins et des cachalots. 99, le chiffre que vous voudrez à votre bon cœur est totalement invisible à l'œil nu. Quand on se jette à l'eau, on provoque un tsunami intersidéral. Bon, Christian Sardet-Tarrat m'a montré récemment, je voulais vous en montrer quelques-unes. Ah bah peut-être, non. Des bestioles qu'on ne connaissait pas il y a 6 mois encore, vu de l'infiniment petit, c'est sidérant. On a découvert aujourd'hui des animaux marins qui ont dans leurs yeux 16 cônes. 16 cônes dans leurs yeux. Les chiens en ont 2, les humains 3. Au point qu'on ne sait plus très bien où on en est. Parce que si on voit tout, même les rayons, est-ce qu'on ne voit pas un grand soleil? C'est-à-dire, est-ce qu'on voit encore quelque chose? C'est incroyable. C'est incroyable. Nous ne sommes absolument pas dans un monde fini. L'aventure continue. On connaît infiniment mieux la surface de Mars que ce qui se passe au fond des mers aujourd'hui. Donc on voit au niveau de la santé, de l'énergie, il y a énormément de choses. Toute la cosmétique a été révolutionnée il y a quelques années. Tous les produits de beauté, tous les produits de bien-être étaient faits jusqu'alors à partir d'une eau destillée avec un pH neutre. Aujourd'hui, un groupe breton a mis au point une eau physio-marine, c'est-à-dire une eau marine de 35 grammes de sel ramenée à peu près à 11 grammes de sel, qui est parfaitement compatible, si vous voulez,
avec la capacité à mettre des actifs. Je vais essayer d'avancer un petit peu, voir s'il y a des choses qui peuvent se montrer. Bon, voilà l'énergie thermique des mers, c'est jouer sur le différentiel de température entre l'eau profonde et l'eau de surface. Ça, c'est, à partir de cette formule, c'est les premiers climatiseurs, en sachant que ce n'est pas anodin dans les régions chaudes, parce que la climatisation, c'est 70% de la consommation électrique. Voilà comment ça s'opère, je passe. Ça aussi, bien sûr, c'est des procédés qui consistent à jouer sur l'énergie de la houle, les procédés houlomoteur. Bon, voilà, en photo. Nous qui sommes partis en retard, à la limite, mieux vaut faire ça, parce qu'on se dit que c'est peut-être... Il y a moins de casse, peut-être, si c'est sous l'eau, plutôt que d'affronter en permanence les choses. Bon, c'est marqué en anglais, mais c'est un process français, c'est le procédé CETO. Ça, c'est pour aller chercher les terres rares. Alors, je ne suis pas un fan de l'exploitation. J'ai été pendant longtemps le monsieur maire de Nicolas Hulot. Les fameuses terres rares dont je vous parlais, il ne faut pas croire qu'il y en a dans les 72% de la surface du globe. Ce sont des spots très, 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 très précis. Hein. Et on l'a vu dans le cadre du Grenelle de la mer. Hein, on peut parfaitement concilier développement économique et développement durable. J'en profite d'ailleurs parce que j'ai beaucoup de mal avec la perversion du principe de précaution. Je suis un ardent défenseur, je le dis, c'est pas très populaire de dire ça, un ardent défenseur du principe de précaution. Le problème, c'est que le principe de précaution a été totalement galvaudé. Et peut-être que c'était sûrement pas une bonne idée même de le mettre dans le préambule de la Constitution. C'est quoi le principe de précaution? C'est ne pas empêcher de faire, mais c'est précisément faire. C'est-à-dire, vous prenez un domaine où il y a des risques, donc il s'agit de ne pas y aller parce qu'il y a des risques. Il s'agit d'y aller, mais avec précaution. C'est-à-dire, le principe de précaution, dans son acception initiale, c'est d'avancer avec précaution pour faire et non pas un parapluie pour ne pas faire. Ça, il faut mettre les choses. Donc on peut parfaitement faire ce genre de choses. On l'a vu avec les experts. Là, je vous ai amené quelques molécules marines pour vous montrer. Ah, ça, c'est magnifique. Ne me dites pas que c'est un ver de terre, parce que je vais me fâcher, c'est un ver de mer. Bon, je ne sais pas s'il y a une grande différence. C'est Morgane Rousselot, de la station marine de Roscoff, qui a inventé, on dit inventé, je ne sais pas si c'est le bon mot qui convient, ce ver. J'ai été à la soutenance de thèse. Je ne sais pas si c'est SPA compatible. Ils sont un peu emportés. Si on cultive ce ver, si on le broie à hauteur de 400 000 clients, on peut pour partie pallier la pénurie sanguine et même lutter contre les maladies cardiovasculaires parce qu'il y a plus de globules blancs. Son directeur de thèse, Franck Zal, est parti avec son imprétente. Ils ont monté une société qui s'appelle Emarina, qui est spécialisée dans le transport d'organes, parce que vu qu'il n'y a plus d'oxygénation, un organe peut être transporté pendant 72 heures contre moins de 20 heures dans un sang classique. On en avait parlé au début du Covid parce qu'on se demandait, compte tenu de ses capacités d'oxygénation, je ne sais pas si vous vous souvenez, la pandémie 1 de ce ver. Bon, c'est pas certain, mais on voit comment se fait-il que ça soit un ver de mer et non pas un ver de terre. C'est que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que nous émanons tous du milieu marin. On ne sait pas de qui on descend exactement, mais on descend tous des molécules de vie. Et ce qui est absolument génial, et ça je ne sais pas, et c'est même pas encore dans les programmes de Sciences Nat, à la fin des années 1990, on a plongé sur ce qu'on appelle les sources hydrothermales. C'est-à-dire vous avez une chaîne de volcans qui sépare en gros l'Islande jusqu'au sud, des volcans en activité, c'est ce qui explique de par les coulées de lave de chaque côté la dérive des continents. Bon. Et on a découvert de nouvelles formes de vie. Nouvelles formes de vie, non pas comme nous, humains, plantes ou animaux, qui vivons par photosynthèse, c'est pour ça que la météo a une telle importance à nos yeux, mais qui vivent par chimiosynthèse, c'est-à-dire par apport des sulfures, on est à peu près à 2 à 4 km, des bêtes vivantes qui vivent dans le noir complet, parce qu'au-delà de 200 mètres, 250 mètres, on ne voit plus grand-chose, qui vivent avec une pression qu'on calcule par millimètre carré, qui vivent parfois jusqu'à 340 degrés. Et aujourd'hui, ce n'est pas des souvenirs fossilisés comme dans les Alpes, des organismes qu'on voit vivants et qui révolutionnent totalement notre approche. Donc on voit que finalement la mer, elle ne manque pas de surprises. Bon là, je vous ai mis des pieuvres, comment ça s'appelle, des méduses. Il y a 92 espèces de méduses répertoriées à ce jour. On a en France la meilleure spécialiste des méduses qui est Jacqueline Goua, du Muséum d'histoire naturelle à qui j'ai emprunté cette photo. Il y a même des méduses qui ont des yeux très proches des yeux humains et c'est probablement l'un des animaux qui a les yeux les plus proches des yeux humains. On envisage, je vous le dis à tout hasard, de faire des greffes de cornets à partir d'yeux de méduses. Vous voyez, quelqu'un m'a dit d'ailleurs un jour, c'est formidable, on va enfin avoir un regard médusé et aimer la mer. Bon, je passe là-dessus. Là, vous vérifierez sur Internet parce que c'est complètement incroyable ce que je vais vous dire. C'est un médecin de l'avant-première guerre mondiale, peut-être qu'il s'ennuyait. Il a eu l'idée de faire une expérience qu'on ne pourrait plus faire heureusement aujourd'hui.
il vide tout le sang à son chien et il lui inocule en même moment la même quantité d'eau de mer. Alors vu que c'est un scientifique qui marque ça sur son calepin, le chien a été fortement abattu, ça personne ne va en disconvenir ici, mais le chien a survécu, il est mort 8 ans après, écrasé par un autobus. Alors là, ça serait purement anecdotique, sauf que ça a donné naissance au sérum de ce monsieur qui s'appelle le sérum du docteur Quinton, que vous pouvez, un petit coup de boost, vous procurer dans toutes les bonnes pharmacies aujourd'hui. Puis ça a donné naissance aussi au dispensaire d'eau de mer, etc. Bon, là, je passe, il y a plein de médicaments en lien avec la mer. Mais ça, je vous ai amené les plus petites photos que j'évoquais tout à l'heure qui m'ont été prêtées par Christian Sardet. Et c'est un morceau d'algue avec les agrandissements les plus poussés qu'on puisse avoir aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, il semblerait que la structure de l'infini grand, infiniment grand, soit la structure de l'infiniment petit. Alors, monseigneur, si jamais on pouvait agrandir ce point jaune, mais on ne peut pas, on n'a pas les outils, on a beau prendre les plus gros. Est-ce qu'on verrait le même truc ou un autre truc? Réponse au prochain épisode, mais là, pour le coup, il ne faut peut-être pas être totalement pressé, ça sortira un peu plus tard. Donc voilà ce qu'on peut voir au fond des mers. C'est totalement visible à l'œil nu. Arsnay, ça, c'est intéressant. C'est encore un morceau d'algue. C'est la plus petite puce. C'est invisible à l'œil nu. C'est plus petit qu'une tête d'épingle, c'est invisible. On ne sait pas faire des puces de cette taille-là. Donc vous voyez que la nature, elle est en avance en R&D sur nous. Donc au lieu de j'allais dire la flinguer n'importe comment sans y prendre regard, elle contient toutes les solutions et tout ce qu'on fait, c'est parfois la détruire. Et puis regardez la finition quand même de la puce. C'est presque une œuvre d'art. La création n'a pas fini de nous surprendre. On va y arriver, c'est... Voilà. C'est beau, hein? On croit à la guerre des étoiles. Invisible à l'œil nu. Bon, celle-là est moins sympa, mais c'est très subjectif, quand on réfléchit. On ne les connaissait pas il y a un an, ceux-là. On vit une époque formidable. Bon, voilà. Bon, ça, c'est une puce de mer. 16 cônes dans les yeux aussi. Voilà les derniers anti-tumoraux, anti-acné. Bon, je passe, et voilà, voilà. Bon, tant qu'on y est, on va parler un peu des ports. Je crois au développement de la croisière. Enfin, j'y croyais beaucoup. Je suis un peu perturbé par les 2 dernières années. C'est vrai que la pandémie, le diamond, tout ça, ça n'a pas été évident. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans les cartons. Ça, c'est le Titanic 2. C'est pour ceux qui auraient loupé le Titanic 1, qui veulent se racheter. C'est un bateau qui était censé être fait dans 2 ans. Bon, la copie conforme du Titanic 1, avec plus d'embarcations quand même. Là, le France numéro 7, un projet. Je ne sais pas s'il verra le jour, j'espère. Là, ce qu'il y a dans les cartons, j'espère pas forcément que ça se fasse. Vous pouvez arriver par avion, bien évidemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ça dans les cartons. Pour montrer où va-t-on. Ça, c'est un projet français, l'île Z avec Alstom. Bon, je passe là-dessus. Nouvelle génération. C'est-à-dire que vous aurez comme ça des cirques ou des fous qui pourront avancer sur le littoral, un peu comme nous avons ce genre de choses. C'est-à-dire, n'oubliez pas que toute la population mondiale est de plus en plus concentrée sur le littoral. Là, c'est pour me racheter plus vert que ça, on ne trouve pas. Ça, c'est la grande mode en Australie. Parce que la population australienne est déjà 92% située sur les 75 km de littoral. Donc il n'y a pas des appartements pour tout le monde avec vue sur la mer. Donc il y a plein de petits malins, comme certains le font à Paris, avec des péniches sur la Seine. Je m'achète un truc comme ça, je vais m'acheter un anneau dans le port, je suis comme ça en première ligne, et puis s'il fait beau dimanche, je sortirai. Donc on va vers un développement incroyable de la construction. Je vais vous dire un tout petit mot, tenez, parce que là on est dans le domaine des ports. C'est un petit montage que j'ai fait. Bon, attendez, ça va revenir. Non, on sait que ça revient, donc on est confiant. Voilà. Là, c'est pas le Rafale, c'est l'Airbus A380, on est bien tous d'accord, c'est les bonnes proportions. J'ai mis le Charles de Gaulle directement dedans sans scier les antennes. Voilà ce que c'est qu'aujourd'hui, l'un des plus gros porte-conteneurs au monde, un des plus gros, il fait 16 020 conteneurs, le Jacques Sadé va jusqu'à 24 000 boîtes, si mes souvenirs sont bons. Ce que je veux vous dire par là, mon rêve, on échangeait encore avec le directeur du port de Bordeaux, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un problème de fond dans ce pays. Et d'ailleurs, la crise des gilets jaunes, je le dis parce que ça l'a magnifiquement incarné. Aujourd'hui, on a eu tout un tas de débats et il semblerait que les aspirations soient contradictoires. Qu'est-ce qui permettrait aujourd'hui, tout à la fois, de redonner de la compétitivité à nos entreprises, de lutter contre les émissions de CO2, de lutter contre la désertification qui est très marquée à certains endroits, et en même temps, peut-être, parce qu'on n'aura jamais les chiffres, d'améliorer la sécurité routière, c'est une politique maritime. Et ça pose la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une politique maritime.
Ce n'est pas uniquement une politique de la pêche, c'est une politique d'aménagement du territoire. Je vais vous donner des chiffres terribles. Terribles. Il faut en sortir, ça va être difficile. Tout passe par conteneur aujourd'hui. En dehors du gaz et du pétrole, on est d'accord. Je vais vous donner les vrais chiffres. Enfin les chiffres, les seuls chiffres d'ailleurs, que personne ne conteste. Bon, sauf que personne n'insiste trop pour développer parce que... Voilà. 2 conteneurs sur 3 qui sortent ou qui rentrent de France passent par 3 ports qu'on appelle le Range Nord, Anvers, Hambourg et Rotterdam. J'ai pire. Si vous prenez la région PACA, c'est 1 conteneur sur 2 qui rentre ou qui sort de la région PACA qui passe par Anvers, Hambourg et Rotterdam. C'est-à-dire, pardonnez-moi, je suis de tout cœur médocain, 33 girondins comme vous voulez, mais la région française la mieux reliée à la mer s'appelle l'Alsace-Lorraine. Par quoi? Parce qu'elle est plus directement rattachée à Anvers, Hambourg et Rotterdam. C'est-à-dire que pour une entreprise, c'est affreux ce que je vais dire, plus une entreprise se décale de l'Alsace-Lorraine, moins elle sera structurellement compétitive. Quelle est l'entreprise qui n'a pas besoin d'acheter pour produire, d'exporter pour vendre? Plus vous décalez l'Alsace-Lorraine, plus c'est coûteux. Alors, je vais être complètement honnête, je prends un frigidaire. Je triche un peu, parce que c'est gros et pas cher. Bon, mais quand même. Le coût de transport d'un frigo entre Anvers, premier port français, c'est Bonaparte qui avait raison finalement, entre Anvers, premier port français, et la ville de Rennes, qui est au nord de la Loire, c'est 3 fois ou 300 fois plus cher, ça revient au même, que le coût de transport entre Shanghai et Anvers. Et l'impact environnemental, c'est ce que j'explique à mes étudiants, parce qu'ils adorent l'histoire maritime, ils adorent ça. Mais le seul point où ils ne sont pas d'accord avec moi, c'est qu'ils me disent « Oui, mais vos bateaux, c'est l'instrument de la mondialisation et on n'en veut plus. » Il faut faire attention à ça, parce que ça... Je leur dis « Mais attendez. Le problème, c'est Anvers-Rennes. Il y a plus forte raison Anvers-Marseille, excusez-moi, que de faire Shanghai-Anvers. Moi, je suis pour les voitures électriques, il n'y a pas de souci. Mais pas si l'électricité fait avec le charbon. Donc c'est intéressant, on en parle avec les étudiants, c'est très intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui permettrait de recréer de la compétitivité pour nos entreprises, c'est que nous ayons des ports qui marchent. L'histoire montre qu'il n'y a pas de grand pays sans grand port. Donc ça, il faut le dire, l'hurler à la tête de nos dirigeants, il n'y a pas de grand pays sans grand port. Votre prédécesseur, le cardinal de Richelieu, disait clairement « Nos souverains ont les larmes salées de la mer qu'ils ont oubliée. Nos souverains ont les larmes salées de la mer qu'ils ont oubliée. » C'est pas jeune, hein. Richelieu, bon, si mes souvenirs sont bons, c'est 142. Vous voyez, on a du mal à allumer le feu, là, hein, comme dirait Johnny. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui permettrait à la fois de recréer de la compétitivité pour nos entreprises, de lutter contre les émissions de CO2, de lutter contre la désertification, voire même de lutter contre l'accidentologie routière, une politique d'aménagement du territoire, ce que les maritimistes appellent dans leur jargon l'interland, mais c'est compliqué, parce que ça suppose de la part de l'État ou des régions de se priver de revenus pour satisfaire des revendications immédiates, chacun les siennes, hein, l'IDREA, place dans les hôpitaux, au profit d'une stratégie qui, à tous les coups, va marcher, mais qui marchera sur le moyen terme. Et ce qui m'inquiète, je ne vais pas casser le moral, mais ce qui m'inquiète, c'est que le XXe siècle est venu à bout de tous les mots qui se terminaient en isme peu heureux. Pourquoi? Parce que nous maîtrisions les flux, parce qu'on était dans une stratégie de moyen terme. Nous rentrons dans un nouveau temps de l'histoire. Et force est malheureusement de constater que seuls les États autoritaires, pour rester très pudique, où on est président à vie, ou président 2036, vous voyez à qui je peux faire référence, seuls ces États autoritaires ont une stratégie de moyen terme. Les démocraties sont en train de s'enliser dans une politique de court-termisme. Alors, puisque nous sommes à Bordeaux, et que nous sommes tous bordelais, de cœur pour parler de complètement entier, il faut bien se souvenir que le père de la science politique, c'est le grand Montesquieu. L'esprit des lois, 1748. Il a tout. Il fait toute la typologie des systèmes et il arrive à trouver une mécanique. Chaque régime est basé sur un principe et que ce principe vienne à s'effondrer, ça engendre la chute du système. Il a tout prévu. La tyrannie. La tyrannie, elle est basée sur un principe. C'est que le tyran ou le despote fasse peur. Que le tyran ou le despote ne fasse pas peur,
On va le débarquer. La démocratie, elle est basée sur un principe, la vertu. Alors, il faut toiletter le mot parce que ça ne veut plus dire grand-chose. La vertu, c'est faire passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier. C'est quoi faire passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier? Ou plutôt concilier, parce qu'il ne s'agit pas d'être sadomaso. Concilier l'intérêt général à l'intérêt particulier, c'est arbitrer entre le court et le moyen terme. Et au moment où nous rentrons dans un nouveau temps de l'histoire, je dirais ce temps de l'océan mondial, ce que montre l'histoire, c'est qu'on ne bascule pas d'un temps historique comme ça en un coup de cuillère à peau, il y a 30 années. Si je devais comparer le moment très précis dans lequel nous sommes aujourd'hui, je vais comparer ça de manière un peu métaphorique à une partie de cartes. La partie n'a pas encore commencé. Les cartes viennent d'être distribuées. On est dans ce moment très précis où vous découvrez vos cartes. Alors, certaines cartes vous plaisent, d'autres cartes vous déçoivent. Si vous prenez les cartes de la France, avec ce premier domaine maritime au monde, ou de l'Union européenne, vous avez tous les atouts. C'est le moment de faire son jeu. En dehors de ceux qui jouent avec leurs enfants, petites sœurs ou petites filles, à ce jeu de cartes un peu stupide qu'on appelle la bataille, on n'a jamais vu un joueur de cartes gagner la partie s'il n'a pas fait son jeu. Le jeu de la Chine, on peut en parler. Le jeu de la Russie, on peut en parler, d'autres États, oui. Il est où notre jeu, à nous Français, à nous Européens? Alors que nous avons les meilleures cartes. C'est-à-dire qu'on est vraiment à un moment qui engage vraiment l'avenir. Rien n'est joué. Quand on regarde l'histoire, on voit très clairement quelles sont les bases, quelles sont les raisons du succès dans l'histoire. Mais il faut y aller aujourd'hui. Alors, il ne s'agit pas de mettre la responsabilité sur les politiques. On est tous un peu comme ça, où aujourd'hui, on a un peu tendance à oublier un peu les générations futures ou à se projeter dans le moyen terme. Alors, je voudrais conclure en remerciant Monseigneur, en vous remerciant tous d'être là ce soir, vous dire que la mer est la grande chance de la France. L'Union européenne sera maritime ou ne sera pas. L'avenir de la France passera par notre politique d'aménagement du territoire, mais à condition d'aller vite. Parce que tout ça se met en place dans le cadre d'une stratégie. Vous l'évoquez, la dernière venue en Europe du président chinois, il a commencé par l'Italie, parce que l'Italie, pays fondateur de l'Union européenne, a passé un accord séparé avec la Chine pour 3 ports, Savone, Trieste, Gênes, c'est-à-dire que la Chine, dans les 10 ans, va cofinancer le développement de l'Hinterland, c'est-à-dire la ramification intérieure de ces 3 ports en Italie. Si dans les 10 ans, nous ne désenclavons pas Marseille, au moins jusqu'à Lyon, ça bloque un peu là, avec un corridor de fret qui n'est pas au point, si nous ne faisons pas ça dans les 10 ans, c'est tout le quart sud-est de la France qui est planté, en termes de compétitivité, pouvoir d'achat et tout ce que vous voulez. Donc nous sommes vraiment à un moment donné où toute l'histoire explique que c'est la maîtrise des flux. Nous sommes face à un défi qui est incroyable, qui s'appelle les nouvelles routes de la soie chinoise. Un mot pour terminer sur ces nouvelles routes de la soie chinoise. La Chine est un pays incroyable, un peu français par certains côtés. J'évoquais la phrase de Tabarly, la mer pour les Français, c'est ce qu'ils ont dans le dos lorsqu'ils regardent la plage. Les Chinois ont été plus loin. Ils ont été jusqu'à interdire la navigation en mer, la navigation hauturière en 1434. C'est pour ça qu'ils ont été aux abonnés absents pendant 500 ans. Parce qu'ils sont considérés l'empire du milieu, mais c'est bien dit d'ailleurs, c'est plutôt l'empire de l'enfermement. C'est ce qui explique que la Chine a été aux abonnés absents, par cette volonté. Parce qu'à l'époque de Louis XIV, nous étions 21 millions de Français, il y avait 250 millions de Chinois. Gutenberg invente l'imprimerie, on ne sait pas trop si c'est en 1446 ou 1448, ça n'a pas changé la donne, mais les Chinois inventent l'imprimerie au XIIIe siècle, c'est pas la même forme. Donc ils ont des billets de banque au XIVe. Et entre le 14e et le 15e, ils inventent le gouvernail des tambours, la poudre noire et la boussole. Donc ils avaient la démographie, les billets de banque et la technique pour venir. Pourquoi ils ne sont pas venus? Parce qu'ils étaient dans cet enfermement. Il y a un monsieur qui a tout écrit, Alain Peyrefitte, quand la Chine s'éveillera. Mais ce n'est pas le bon titre. C'est quand la Chine se jettera à la mer. Et quand vous savez qu'aujourd'hui, c'est le pays qui investit le plus dans la mer. Avec le cluster maritime, on considère que la part du maritime dans le PIB chinois, c'est peut-être de l'ordre de 7%. Dites donc, on est loin derrière. Hein, et on n'est même pas le pays en tête, alors que en Europe, en UE, alors qu'on est le pays le mieux placé. Donc on voit aujourd'hui que la Chine, c'est plus l'empire de milieu, c'est l'empire du débordement périphérique. Ils ont compris les leçons de leur histoire. Monsieur Poutine a compris pourquoi la Russie n'a pas eu la place qu'elle aurait pu avoir dans l'histoire. Parce que l'Union soviétique n'avait pas la maîtrise des flux. Aujourd'hui, ces États sont parfaitement conscients. Et nous, Occidentaux, qui avons
par notre stratégie volontaire ou involontaire, ça j'en sais rien, de maîtrise des flux prédominés, il est temps que nous prenions conscience. Et je crois que c'est très important, et bravo à tous les scouts marins qui sont là, merci de votre présence, parce que vous tapez un cours de plus, vous êtes courageux, merci beaucoup, ça me touche beaucoup, mais c'est important. Et j'ai appris avec joie que dans l'Académie de Bordeaux, l'éducation nationale fait une place à la voile. Ben, c'est très bien. J'en étais resté un vieux chiffre débordé. Pour moi, il y avait qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, pourtant les autres ne sont pas les plus chauds du monde, où il y avait des cours de voile. Mais ça, c'est très important. Parce qu'il y a tout un tas de valeurs, sans évoquer ce que faisait le père Jowen, il y a tout un tas de choses. Ou même l'ancien chef d'état-major de la marine, Pierre-François Forissier, qui a un navire, etc., qui est ouvert aux jeunes pour qu'ils découvrent la passion de la mer. Mais je crois qu'il faut donner plus de place à la mer dans ce pays. Le problème que nous avons dans ce pays, et on pourrait en parler de des exemples, après ça serait un peu compliqué, c'est qu'à l'ENA, dans les écoles de journalisme, dans les écoles de commerce, dans l'université, même dans le secondaire, la mer, elle n'a pas de place. J'ai un de mes confrères à l'Académie de Marine, le recteur Le Goérel, qui nous a fait un rapport il y a 2 ans sur la mer dans l'enseignement en France. Oh là, alors autrefois, pour les plus anciens d'entre nous, il y avait des classes de mer, mais c'est fini. Il y a toujours le risque qu'un gamin se foule le pied, et puis en plus les collectivités territoriales donnent moins de sous, donc on n'y va plus. Très peu. Il faut vraiment un prof qui soit hyper motivé. Donc la mer, vous la rencontrez uniquement dans les cours de littérature, principalement à travers 2 auteurs, Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, océanonox, ou Pierre Le Petit, pêcheur d'Islande. Bah, à moins, franchement, d'avoir le feu sacré, à moins d'être sadomaso, on n'ira pas. Alors vous allez me dire, on a le grand Jules Verne. Ah oui, mais attendez, ça devient plus intéressant. Le grand Jules Verne, il n'est pas à l'Académie française. Donc il n'est pas au programme. Sauf l'année de sa naissance ou l'année de sa mort. Tant mieux pour lui, il a vécu vieux, raté pour nous. Donc on voit quand même qu'il y a un petit problème dans ce pays. Il n'y a qu'une seule école de commerce où on parle de géoéconomie des flux. Alors que 92% du commerce mondial, en volume, passe par la mer. Je terminerai en disant, il y a un Anglais, c'est ce qui explique le génie anglais, entre guillemets, Walter Raleigh, un monsieur assez spécial qui était amoureux de sa souveraine Élisabeth Ier, je vous rassure, qui a poussé de manière un peu trop hardie ses assauts amoureux, donc on lui a demandé d'aller réfléchir à la vanité du monde dans la tour de Londres. Et il vous écrit en 1595, celui qui commande la mer commande le commerce, celui qui commande le commerce commande le monde lui-même. Je ne connais pas la chambre de M. Xi Jinping, mais je suis sûr que c'est quasiment marqué en lettres d'or au-dessus de son lit. Il y a vraiment toute une stratégie à avoir. Et encore une fois, sans la mer, on ne passe pas. Nous sommes le pays le mieux doté, mais il faut une vraie politique maritime qui soit une politique d'aménagement du territoire, c'est-à-dire, pour faire plus court, avant tout, une politique de développement portuaire. C'est grâce à elle, par elle aussi, et pas simplement qu'avec des parcs naturels marins que nous combattrons le dérèglement climatique à travers les émissions de CO2. Merci infiniment et puis surtout, place aux questions.